Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite? Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu? Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Lydie, fondatrice de La Forêt qui pousse. Plus concrètement, Lydie accompagne les engagés et passionnés à développer leurs projets éthiques, sans s'oublier au passage. Mille merci, comme quoi il est possible d'avoir de l'impact tout en prenant soin de soi. Mais si aujourd'hui je parle avec Lydie, c'est sur un tout autre sujet qui me fait vraiment plaisir. Nous allons parler d'un sujet tabou. En tout cas, surtout dès lors que l'on parle impact positif, projet éthique, nous allons parler fric. Parce qu'il y en a marre. Marre de constater qu'il faut faire des choix dans la vie, entre gagner sa vie et ne pas être en phase avec ses valeurs, ou être en phase avec ses valeurs et gagner beaucoup moins sa vie parce que tout le monde le sait, on ne peut pas tout avoir dans sa vie. Et pourquoi d'abord? Pourquoi il ne serait pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre? Quel modèle voulons-nous montrer à nos enfants? Choisis entre la peste et le choléra, tu seras un homme, mon fils. Eh bien, ras-le-bol, on marche sur la tête. Il est grand temps de réconcilier argent et impact positif. Et toi, Lydie, quel est ton avis sur la question? Si on veut en tout cas pouvoir changer les choses dans la durée, il faut qu'on puisse prendre soin de notre besoin de sécurité économique. Et en prendre soin, ça veut dire réussir à vivre de notre activité quand on est entrepreneur. L'idée, c'est pas de dire que l'argent, ça prend toute la place et que quand on développe une activité, ce qui compte, c'est avant tout de gagner plein de fric et peu importe ce qu'on fait. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus de se dire de se cacher les yeux et de se dire: «Ah là là, je vis dans une bulle, l'argent n'existe pas». Bah non, parce qu'en fait, on vit pas non plus dans un monde dans lequel l'argent n'existe pas. Et puis en fait, en soi, l'argent, c'est ni mauvais ni bon, c'est juste un outil d'échange. Donc voilà, moi en tout cas, je c'est ce que je vois. Je pense qu'il faut juste le remettre à sa bonne place et puis l'utiliser pour ce qu'il est. Voilà, on lui accorde un peu d'attention, mais pas non plus toute l'attention. Parce que c'est ça aussi que je vois, c'est que quand on veut ne pas lui accorder du tout d'attention quand on est entrepreneur, et ben, donc ça veut dire qu'on le met de côté, ça veut dire qu'on le regarde pas du tout, ça veut dire qu'on regarde pas ses prix, on regarde pas, son chiffre d'affaires et compagnie. OK, très bien. Mais du coup, mécaniquement, moi, ce que je vois, c'est qu'après, ça prend toute la place. L'argent, il prend quand même toute la place parce qu'il y a de l'insécurité économique et que ça Et c'est un filtre dans revient, le mental. voilà, ça crée des peurs, des angoisses, du stress et donc à un moment donné, bon, bah, voilà, on s'en occupe, mais juste comme il faut et puis on passe à autre chose. Voilà. Pour mettre l'énergie au bon endroit. Ouais, c'est ça, mettre son énergie au bon endroit. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bah, à un moment donné, il fallait aussi que enfin, il fallait bien que moi je puisse poser mes tarifs et puis, bah, s'est posé la question de tout simplement de la pérennité de mon activité, savoir si moi j'arrivais à vivre de mon activité, si ça allait juste durer 6 mois, 1 an ou si ça allait durer plus longtemps que ça. Donc oui, forcément cette question-là, elle s'est posée et c'est vrai qu'assez rapidement, tu vois, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'un petit peu, compliqué, dans le fait à la fois de vouloir avoir un impact positif, donc de faire bouger les lignes, contribuer à des projets qui ont du sens et en même temps, alors je veux pas être multimillionnaire, tu vois? Enfin, c'est pas du tout l'idée, mais en même temps, de pouvoir, simplement, gagner sa vie correctement et se sentir en sécurité par rapport à ça. Donc ça, c'est une vraie question, je trouve, ouais. Parce que, voilà, je te disais, c'est une question que je me suis posée moi, au début, pour moi et puis, après, de fil en aiguille, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait pas mal de projets, qui tout simplement se cassaient la gueule, avec des gens qui se retrouvaient, vraiment mal en point parce qu'à un moment donné, le projet avait pas réussi à trouver une
pérennité économique, j'ai envie de dire. Et donc là, je me suis dit, alors là, c'est venu titiller une part de moi, tu vois, qui aime bien quand elle voit qu'il y a un problème, quand elle voit qu'il y a un truc qui marche pas, tu vois, essayer de trouver des solutions. Donc voilà, donc je suis partie un petit peu en exploration de cette question de comment on fait pour concilier justement, voilà, des projets qui ont du sens, un art de vie, voilà, un équilibre de vie aussi, parce que là, on n'a pas parlé de la question du temps, mais il y a aussi cette question-là qui est importante pour moi. Et puis la question de la sécurité économique. En fait, tout ça, ça vient simplement parler de nos besoins qui sont là et qui parfois effectivement peuvent un peu se télescoper. On a l'impression qu'on ne peut pas, prendre soin de tous ces besoins-là en même temps, et en même temps, moi, ça me tient à cœur de démontrer que si, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce que tu leur dis justement à tes porteurs de projets? Vraiment le gros focus de l'accompagnement, il est sur comment à la fois donc développer un projet qui a du sens, prendre soin de ses besoins. Donc l'argent, j'ai envie de dire, c'est juste une composante parmi tant d'autres. C'est pas une fin en soi, ça prend pas toute la place. Mais bah, effectivement, on en parle, et donc je fais la même chose que, en ce qui concerne leur relation au temps. C'est que je les invite à regarder d'abord ce dont elles, alors je dis «elles» parce que là, c'est principalement des femmes que j'accompagne, mais ce dont elles ont besoin, elles, avant d'aller voir ce qui se fait habituellement. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, un des premiers trucs qu'on m'a invitée à faire, c'est à faire un benchmark, donc aller voir ce que faisaient mes concurrents. Là, les gens ne me voient pas, mais je mets des gros guillemets parce que moi, ça me parle pas tellement Faut même pas trop dire concurrent, en fait. mais non, mais c'est qu'en fait, moi, j'y crois pas à la concurrence. Mais bon, bref, là, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, disons les collègues, en tout cas les personnes qui font à peu près la même chose, voilà, on m'a plutôt encouragée à aller voir ce que faisaient les autres et à regarder, les prix et à me baser sur ces prix-là. Et donc moi, ce que je conseille, aujourd'hui aux personnes que j'accompagne, et ce que je conseille à toutes les personnes là qui nous écoutent, c'est plutôt de commencer par partir d'elles-mêmes, c'est-à-dire de se poser la question de savoir de combien elles ont besoin déjà pour vivre, donc en termes de revenus, comme si elles devaient s'allouer un salaire, j'ai envie de dire. Et puis, de combien elles ont besoin aussi pour, leur entreprise, leur activité, pour, tout simplement, voilà, la faire vivre. Peut-être qu'il y a, des choses à payer pour un site internet ou pour externaliser certaines choses, continuer à se former, se faire accompagner, je sais pas, faire des cartes de visite, peu importe. Mais bon, bref, et du coup, en fait, mettre une espèce de, enfin, avoir déjà conscience des vrais besoins, que ce soit pour soi personnellement, mais aussi pour son entreprise. Parce qu'une somme comme ça, bah, ça veut un peu tout dire et rien dire. Et à partir de ça, ce que je conseille, surtout pour les personnes qui ont une activité où finalement ce qu'elles facturent, c'est en lien avec le temps, qu'elles consacrent à leurs clients. Par exemple, quand on est dans l'accompagnement, les personnes qui font des massages, des soins et compagnie, ou de la formation, présentielle. Pour tous ces métiers-là, c'est important aussi de regarder le vrai temps qu'on veut consacrer à son activité. Et donc déjà avec ces 2 données-là, on est en mesure, bah, d'aller voir ce qui serait, le tarif qui serait juste pour nous. Voilà, donc ça, c'est vraiment hyper important de partir de soi, plutôt que de partir de, c'est quoi les tarifs qui se font habituellement, qui peuvent en fait vraiment tirer vers le bas, et qui peuvent ne pas permettre tout simplement, d'en vivre, quoi. Dernièrement, j'avais discuté avec Jeanne, qui venait de m'expliquer qu'elle avait envoyé, sa proposition commerciale à un prospect, qu'elle avait justement pris le soin d'évaluer à sa juste valeur. J'aime bien Mmh le mh. terme que tu utilises, le terme de juste valeur. À ce moment-là, elle s'est presque vue taxée de voleuse auprès de ce prospect qui lui a indiqué que ses confrères, à elle, proposaient le même type de prestation, mais 3 fois moins cher. On en a parlé et je me souviens que c'était super parce qu'elle avait dit: «Bah non, vraiment». Elle était complètement alignée avec, sa proposition, ses besoins. Elle savait qu'elle était vraiment sur un prix juste. Elle était prête, bien évidemment, tu vois? Et en plus, je dis bien évidemment, elle était prête à faire, un effort pour cette première fois avec ce client. Mais en tout cas, elle a pas réussi à se faire déstabiliser et Mmh. finalement, elle a dit non, Ouais. à ce client potentiel. Bien sûr, par contre, elle a pas pu concrétiser, avec lui, mais moi, j'ai trouvé que c'était très fort. C'est une première Mmh. façon, je pense, de commencer à faire, bouger les lignes et elle Ouais. s'était dit aussi qu'elle voulait en parler à ses confrères.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu partages là parce qu'en fait, je pense qu'on l'a tous vécu quand on est entrepreneur, ce côté, je viens te négocier tes prix. Moi, ça me donne même des petits frissons quand j'y repense. Alors il y a plusieurs choses, c'est vraiment hyper intéressant. Déjà, premièrement, effectivement, quand on pose des tarifs qui sont juste pour nous, on sort du périmètre du «je suis le moins cher» et donc finalement, on sort de ce jeu, j'ai envie de dire, dans lequel on va gratter des clients parce qu'on est le moins cher. Donc forcément, les clients qui sont à la recherche du moins cher, eh ben, ils vont passer leur chemin et ils vont aller voir d'autres gens qui seront moins chers que nous. Donc ça, quelque part, j'ai envie de dire, il faut être prêt à l'accepter. Voilà, c'est vraiment un changement de paradigme. On passe de: «Venez travailler avec moi parce que je suis la moins chère» à «Venez travailler avec moi parce que je suis, la meilleure personne pour vous aider par rapport à votre besoin». Alors la meilleure personne, c'est peut-être parce que, il y a une certaine expérience, peut-être parce que, voilà, j'utilise différents outils ou j'ai une certaine sensibilité, voilà, qui va faire que je suis particulièrement, adaptée pour aider cette personne. Et donc finalement, on va aller travailler avec des gens qui ont, en fait, avec du feeling, quoi. Des personnes qui se disent pas, «Je vais travailler avec, Claire», par exemple, parce que c'est la moins chère, mais je vais travailler avec Claire parce que j'adore son approche et que là, je sens qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est la première chose et puis après la deuxième chose, c'est que finalement ce travail sur les prix, il va aussi avec un travail sur, la communication et donc ben, mettre en avant aussi son expertise d'une certaine manière, j'ai envie de dire. C'est ce qui va permettre aux bonnes personnes de nous trouver et puis enfin moi, j'ai envie de dire depuis quelques années, depuis que j'ai assumé aussi, le fait d'avoir des tarifs justes, je n'ai plus personne qui négocie, mes tarifs. Alors qu'au début, c'était tout le temps. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, les personnes qui viennent vers moi pour être accompagnées, elles me découvrent, enfin elles font au moins un passage sur le blog de La Forêt qui pousse. Elles voient quelles sont mes valeurs, elles voient comment je travaille et donc du coup, à un moment quand elles décident de me rencontrer pour voir si on peut travailler ensemble, en fait, la question de la négociation ne se pose même pas. En fait et puis je pense que comme chez moi, c'est une porte qui est pas du tout ouverte, je pense que d'une certaine manière, tu vois, ça doit se sentir aussi mais je te jure, je n'ai pas du tout de demande de négo, en fait, depuis mais hyper longtemps, quoi. Mais ça, c'est génial ce que tu viens de dire parce que tu as dit: «Comme chez moi», ce n'est pas une porte qui est du tout ouverte. Ouais, Quand je fais appel à des personnes et que j'ai un super bon feeling, avec elles, en tant que cliente, j'ai même pas du tout envie de négocier les prix parce que pour moi, c'est même pas une question de prix. C'est ouais, 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 c'est super, ce qu'elle fait, je sais qu'elle me comprend et cetera et ça ne me viendrait même pas l'idée puisqu'il y a tout de suite, il y a une espèce de relation de confiance qui vient c'est de ça. s'installer. Ouais, En revanche, quand je suis dans l'autre position, ouais. clairement ma porte elle est grande ouverte. Et du coup, tu as Tu fais des comment? demandes de négo alors? Donc Ouais. c'est venu comme ça le co comment tu es passée d'un tu as toujours eu ta porte complètement fermée ou Non, pas rassure-moi, du peut-être tout. qu'avant Non, ta non, porte non, non, était non, non. ouverte? Ah oui, 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 non, non, mais non, non, ça et c'est un cheminement. Moi, je te dis, j'ai encore souvenir les premiers contrats que j'ai faits, tu vois, le tout premier contrat parce qu'avant, j'accompagnais uniquement les collectifs à s'organiser de manière plus coopérative. Donc je me rappelle, le tout premier contrat, j'ai même demandé à une collègue qui était un peu plus avancée que moi, parce qu'on devait intervenir ensemble, je lui ai demandé en fait de faire toute la partie négo. J'étais hyper intimidée, c'était pour une grosse asso. Le mec en face de moi était en costard cravate, enfin ça me faisait j'avais des suées froides rien que d'y penser, tu vois? Un de mes deuxièmes, enfin je sais pas si c'était le deuxième ou troisième contrat, c'était avec, une coopérative, hyper engagée, voilà, on m'avait demandé direct, si c'était bien en participation consciente. Il a fallu relancer derrière pour être payé. Enfin, c'était horrible, en fait. Non, donc non, je peux te dire qu'au début, la porte de la négo était grande, grande, grande ouverte et je dirais que c'est au bout de peut-être 1 an et demi, voilà, quand j'ai commencé à voir que j'allais arriver au bout de mon chômage et que, mon activité me permettait pas d'en vivre, j'ai commencé un peu à paniquer, hein, on va dire les choses clairement et là, je me suis faite accompagner et en me faisant accompagner, j'ai notamment travaillé cette question de mes offres,
de la relation à l'argent. Quand je dis de mes offres, c'est aussi parce que, avant donc au début, j'avais pas d'offre à moi, c'est-à-dire que les gens me contactaient, ils me disaient ce qu'ils voulaient et je créais à chaque fois quelque chose de sur mesure et c'était vraiment une posture freelance, en fait, tu vois? J'ai absolument rien contre, mais c'est pas une posture qui est adaptée pour moi, tu vois? Ça me demandait d'être en permanence en adaptation. Moi, j'avais déjà plusieurs fois frôlé le burn-out et donc mon équilibre de vie, voilà, je vis avec un entrepreneur, j'ai 2 jeunes enfants, enfin, j'avais vraiment envie de débrancher le soir, le week-end et ben, du coup, enfin, c'était très compliqué, en fait, en travaillant comme ça et bon, bref, avec cet accompagnement, j'ai pu, bah, poser mes offres à moi et poser aussi, une communication qui permet aux personnes avec qui moi j'ai envie de travailler, bah, de venir vers moi, en fait, plutôt que moi, d'être, tu vois, comment ça s'appelle? En Le fait prospection. en prospection, c'est ça, c'est un mot que Mmh. j'utilise tellement jamais, je l'avais Flénarde. perdu, c'est ça. Bref, mais non, au début, ma porte était grande ouverte et c'est en faisant ce travail justement de voir quel était le tarif qui était juste pour moi, de prendre le temps de voir à quel point finalement en gagnant cet argent, j'étais pas en train de voler les gens, mais que j'étais tout simplement en train de vivre correctement de mon activité et faire en sorte que mon activité soit pérenne et du coup, le fait qu'elle soit pérenne, c'est ça aussi qui me permet d'aider, les personnes que j'ai envie d'aider dans la durée. Enfin, du coup, de voir que c'était une vraie boucle vertueuse et puis, je t'avouerai que ce qui a été le plus décisif pour moi, ça a été la première vente non négociée à un tarif qui était juste pour moi. Là, il y a vraiment eu un switch où je me suis dit: «OK, en fait, c'est possible» et à partir du moment où j'ai vu que c'était possible, je pense qu'il y a dû y avoir peut-être une ou 2 négos, juste après, tu vois? Et en fait, il y avait un truc qui était ancré en moi qui disait: «Ben, non. Bah, non, en fait, il y a pas de raison». Alors éventuellement, j'ai dû faire des facilités de paiement. Bon, maintenant je les mets de base, tu vois, les facilités de paiement et puis voilà, on peut payer en plusieurs fois et puis c'est OK. Enfin, je veux dire, l'idée c'est pas d'être méchant, Mmh. c'est pas ça, c'est ou de ch enfin je c'est juste de trouver, quelque chose qui soit juste pour Pour tout le soi, monde. pour la boîte, et aussi pour les clients en face parce que du coup, en fait, finalement, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont respectueux de mon travail, de la même manière que moi, je travaille avec des gens dont je respecte aussi le travail. C'est-à-dire que personnellement, je suis pas une négociatrice. C'est-à-dire que si je fais un site internet ou tu vois, là, je travaille, avec différentes personnes qui interviennent dans mon équipe, je n'ai jamais négocié leur tarif. Soit leur tarif me correspond par rapport à mes besoins et je suis contente, en fait, de pouvoir les payer, correctement parce que je me dis: «Bon, bah, voilà, grâce à ce travail qu'on fait ensemble et ben, cette personne, en fait, elle peut vivre correctement de son activité». Mais tu vois, j'ai cette confiance, en fait, que les gens, quand ils posent un tarif, surtout, enfin, voilà, dans les collaborations que j'ai, c'est quand même des gens qui partagent, les mêmes valeurs que moi. Derrière, c'est des personnes qui vont réinvestir ça, au service de projets écolos donc finalement, c'est OK pour moi, en fait, qu'il y ait plein de gens, qui souhaitent pas mettre, l'argent que je demande dans mes accompagnements, mais mais c'est pas grave, en fait, ces personnes-là, elles trouveront d'autres personnes avec qui bosser et moi, je travaille avec des personnes qui sont OK pour investir ça, enfin, cette somme-là dans leur accompagnement. C'est drôle parce que moi, à la base, mon métier, ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans, j'étais, dans la négociation commerciale. Donc pour moi, c'était un non-sujet. Enfin, c'était mon métier, je mettais ma casquette, il y avait pas de problème, j'y allais, j'étais même, plutôt bonne dans ce que je faisais et là, depuis que j'ai redonné du sens, en tout cas, à mon travail, tout d'un coup, la partie argent, j'ai beaucoup plus de mal à l'aborder, quoi. Mmh, ouais. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est une vraie question de remettre l'argent à sa juste place, comme dirait, Christian Junod, qui est un spécialiste de la relation à l'argent, qui a vraiment une belle éthique. Enfin, moi, j'aime beaucoup, la manière de penser de Christian et qui parle, en fait, de notre relation à l'argent qu'on a tous. On a tous une relation particulière à l'argent, qui évolue d'ailleurs au cours de notre vie. Finalement, l'argent, c'est simplement un outil qui nous sert à faciliter les échanges entre nous. Donc il y a quelqu'un qui va te donner quelque chose, toi tu vas lui donner quelque chose en échange et en fait, il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants autour de ça, je veux dire philosophiquement, parlant.
Déjà, effectivement, le capitalisme a tellement mis l'argent sur un piédestal que moi la première, j'ai eu envie à un moment donné de bazarder l'argent, de croire, au fait que, bah, je pouvais vivre sans argent. Enfin, j'ai je l'ai espéré en tout cas. Bon et puis j'ai testé et puis en fait ça marche enfin moi pour moi, j'ai pas trouvé la clé en tout cas. Mais finalement en creusant, en allant explorer toutes ces questions-là, ce que j'ai vu d'intéressant chez moi, c'est que finalement il y avait une part de moi qui adore donner et qui était beaucoup plus mal à l'aise, j'ai envie de dire, à l'idée de recevoir. Et surtout si c'était recevoir en le demandant en fait, en disant: «Voilà ce que je donne et voilà ce que j'aimerais recevoir, en retour». Et je vois que je suis pas la seule, enfin que bon là maintenant ça y est, ça s'est passé, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez partagé, je trouve. Ce côté, très généreux, je sais donner, mais j'ai du mal à recevoir. Et finalement, ben, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est aussi une voie de développement personnel, en ça. De se poser la question de savoir: «Mais pourquoi ça bloque chez moi? Pourquoi c'est si difficile pour moi de recevoir?» De demander de l'aide, de demander de l'argent, de demander du soutien, d'une manière ou d'une autre. Et je vois, quand on aborde cette question aussi avec mes clientes en cours d'accompagnement, ouais, c'est un sujet qui fait bouger, pas mal de choses, quoi. Ça va au-delà, en fait, de la simple question de l'argent. Alors moi, je suis aussi toujours assez mal à l'aise lorsque mes enfants me demandent combien je gagne. En fait, ils ont 10 et 8 ans et mon fils qui est en CM2 me parle toujours d'argent, lui. Et est-ce que toi, tu parles argent avec eux? Et si tu en parles, comment est-ce que tu leur en parles? Mes enfants, ils ont 6 et 9 ans. On n'en parle pas énormément, donc peut-être, la plus grande qui commence un petit peu à se poser des questions, à dire: «Ah mais papy, il gagne bien sa vie», donc le père de mon mari. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, quand ils ont envie de s'acheter, quelque chose, donc bon, il y a Noël, les anniversaires, ils font leur liste et puis après ils voient bien, ce qui arrive ou pas. Pour la première fois l'année dernière, juste avant Noël, ils ont fait un grand tri en fait dans leurs affaires et ils ont vendu pas mal de choses, des bouquins, des jeux, dont ils se servaient plus. Donc c'est chouette parce que du coup ça fait circuler, ça tourne et puis, eux, ils se sont fait des petits sous et puis ça leur a permis, de s'acheter ce qu'ils avaient envie de s'acheter et ça, je trouve ça chouette. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille dans laquelle, il y a pas eu beaucoup d'argent, voire même on a eu, plusieurs fois des grosses, périodes de voilà, de gros soucis financiers et donc moi, j'ai pas eu l'habitude de demander et d'avoir, tout ce que je voulais et voire même j'ai commencé à travailler assez jeune, avant même, l'âge légal, je travaillais, tu vois, le week-end et pendant les vacances et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre à mes enfants. Ce côté un peu indépendant quand même de: «Je veux quelque chose» et ben, je me retrousse les manches et j'y vais. Je compte pas, forcément après papa, maman. Voilà, aujourd'hui, on en est là par rapport aux questions d'argent, de temps en temps, moi, ça me fait plaisir de leur faire des cadeaux, quand il y a quelque chose qui leur fait plaisir et qu'il y a l'élan, mais je me sens pas obligée et voilà et encore une Mmh. fois, j'ai envie aussi de développer ce côté un peu, et j'ai envie de dire un peu entrepreneurial aussi, hein, chez eux parce que bon, ils ont 2 parents entrepreneurs et c'est vrai que ça fait aussi partie, de notre culture, familiale de se dire que quand on veut un truc, ben, on se donne les moyens enfin en tout cas, on fait en sorte d'avoir ce qu'on veut. J'avais envie que tu nous partages encore, des conseils de lecture sur ce sujet-là. Donc on a parlé de Christian Junod, Ouais. donc effectivement que j'ai découvert grâce à toi et je crois que tu as fait une interview avec, lui peut-être? Oui, alors j'ai fait, 2 interviews avec lui. Au moment où on enregistre, il y en a une qui est déjà, publiée et la deuxième qui sera publiée, prochainement, on va dire dans quelques semaines. La 2e, celle qui sera publiée prochainement, c'est celle justement sur la relation à l'argent. Tout ce que l'argent dit de vous, c'est ça je crois Ce son Ouais, ce un que de ses l'argent livres? dit de vous, ouais, c'est ça, ouais.
Donc ça, c'est un de ses livres. Après, dans les conseils de lecture sur la relation à l'argent, tu vois, je me tourne et je regarde en même temps ma bibliothèque. Il y a 2 livres que j'aime bien de Catel Bosser, donc Blooming People et Blooming Companies. Les titres sont en anglais, mais après le livre est en français à l'intérieur. Et donc voilà, c'est des livres que j'ai trouvés très chouette, donc c'est très imagé. Elle utilise des archétypes d'animaux pour définir des profils en fait, des profils de personnes ayant telle ou telle relation à l'argent, telle ou telle manière de gérer son argent, plutôt à mettre de l'argent de côté ou plutôt à mettre plutôt flambeur. Enfin bon, bref, voilà. Et elle donne des conseils qui sont à la fois hyper simples et faciles à appliquer. Donc ouais, ces bouquins-là, moi, ils m'ont pas mal aidée. Et puis après, il y a un livre alors qui parle pas, pas que d'argent, mais un peu quand même aussi. C'est le livre de Solène Pigné, Le guide de l'entrepreneur durable, où là, il y a enfin la question de l'argent est aussi abordée, dans son livre. Voilà, donc ça fait on va dire ça fait 4 livres, parce qu'après c'est vrai que des livres sur la relation à l'argent, je ne sais pas si toi tu as regardé, mais moi j'ai regardé un peu. Il y en a vraiment beaucoup et il y en a franchement, ça fait vraiment flipper, quoi. Enfin, en termes d'éthique, c'est juste pas possible. Donc c'est vrai que moi, les premières fois que j'ai cherché des ressources et des livres autour de la question de l'argent, j'avais l'impression en fait que, bah, pour gagner ma vie en tant qu'entrepreneur, il fallait vraiment que je me transforme en requin et tu vois? Et comme ça, c'était juste pas possible pour moi parce que, ben, enfin, ce projet entrepreneurial, il est au service de enfin, quelque chose qui a vraiment du sens. Bon, bah, du coup, c'était compliqué. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des bouquins qui sont sortis et qui concilient, le fait de prendre soin de sa sécurité économique et de son éthique. L'insécurité et notamment l'insécurité économique, ce que je dis souvent, hein, à mes clientes, c'est que c'est pas du tout une bonne conseillère. Donc c'est pour ça aussi que le 1er truc que je recommande aux personnes qui ont envie de lancer leur activité, c'est, de se sécuriser d'abord financièrement. Donc d'avoir ce que j'appelle un filet de sécurité. Donc ça peut être le chômage pendant, 1 an, 2 ans. Pour certaines personnes, ça peut être, de l'épargne ou enfin voilà, des économies mises de côté. Pour d'autres, ça va être d'avoir un job à temps partiel, voilà. Mais dans tous les cas, d'avoir quelque chose qui vient sécuriser pour pas, juste se dire: «Bah, voilà, moi, dans 3 mois, j'ai plus de revenus et il faut absolument que je vive de mon activité». Bah, en fait, on ne sait pas, le temps que ça va prendre pour lancer une activité. En tout cas, 3 mois, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Cette question de l'argent, c'est une question parmi tant d'autres. Par contre, c'est vrai que ça peut venir révéler certaines choses, de se retrouver, régulièrement en insécurité financière. C'est aussi comment dire? Un indicateur, en fait, qui peut venir nous dire qu'il y a quelque chose à retravailler dans notre relation aux autres et notre relation avec nous-mêmes. Quand on est en insécurité, et ben, on n'est pas bien et du coup, on n'est pas au mieux, en fait, pour, apporter au monde, ce qu'on a à apporter. Ah, super, merci beaucoup Lydie. Et maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Qu'allez-vous commencer à mettre en place? Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcast.